Bonjour à tous et à toutes, ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. Bienvenue à un nouvel épisode de Conscience d'abondance. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi Robert Derome, un explorateur des organisations et de l'humain. Robert, bienvenue! Bonjour Daniel, salut. Ça me fait vraiment plaisir de te parler comme ça en direct. Ben, pas en direct. Oh, nous, on est en direct dans cet épisode-là. Oui, oui. Bon, ça fait pas longtemps que je t'ai rencontré, mais j'ai tout de suite tripé sur ton parcours, qui est vraiment un parcours incroyable. C'est riche, c'est profond et surtout, tu es rendu à un point dans ta vie où tu es prêt à partager tout ce que tu as appris d'une autre manière. Fait que j'aimerais ça si tu peux nous parler un peu de ton cheminement, d'où tu arrives puis où tu es rendu maintenant. Oui, écoute, d'abord, merci pour l'invitation. Je suis tellement content d'être là et avec tes auditeurs. Euh, il y a tellement de choses qu'on pourrait partager hein, avec la situation de la COVID. Ça amène toutes sortes de prises de conscience tu sais, sur qui on est. Je disais encore cette semaine que 60% des 50-60% à peu près des Canadiens sont ont besoin d'aide en termes de santé mentale. 38% des entrepreneurs, des organisations ont aidé leurs ressources. Et où le gap, là, ça veut dire quoi, tu sais? Puis moi, j'ai un passé, écoute, à peu près une trentaine d'années, je le dis humblement aujourd'hui. Euh, Tu vois, j'ai un peu de cheveux gris, et sinon pas beaucoup. Euh, à accompagner les organisations, d'abord en gestion de projet, dans des pratiques, des bonnes pratiques de gestion de projet, parce que c'est beaucoup, ça a toujours été beaucoup mon expertise. Amener ça dans les organisations, tu le sais comme moi, intégrer ça dans les opérations, développer les skills, les outils, les processus, c'est complexe. C'est beaucoup de changements organisationnels. Euh, donc, ça m'a amené, et moi, je suis un architecte de formation à la base. Donc, je suis un créatif gestionnaire, mettons ça comme ça. Un OK? beau mélange. Ouais. Puis j'ai toujours été un gars très curieux de nature. Tu sais, j'ai besoin d'apprendre, comprendre les choses, etc. Puis c'est ce qui m'a amené depuis, à travers les années, à travailler en consultation, parce que consultation, c'est une relation d'aide, hein, évidemment. Tu t'accompagnes des organisations, des gens. Mais j'ai eu vraiment la chance de pouvoir toucher à tous les secteurs. Pourquoi? Parce que la gestion de projet, ça se retrouve dans tous les secteurs. Moi, en 91, 90 à peu près, tu sais, on commençait à en parler un peu plus. Tu sais, bon, j'avais touché évidemment au milieu de la construction de par ma formation à la base. Donc, c'était comme, le réflexe était comme naturel. Tu sais, ah ouais, tu sais, ingénierie, construction, gestion de projet, Ça va ensemble souvent. ça va ensemble, tu sais. Puis, 1995-96, à cette époque-là, tu t'en rappelles, tu es plus jeune que moi, mais tu vas t'en rappeler certainement pareil. Euh, les, les technologies de l'information commençaient à exploser. OK? Puis là, on se rendait bien compte que gestion de projet, ça marchait pas bien. Là, tu sais, beaucoup d'expertise technique. Alors, il y a beaucoup d'organisations qui ont commencé à aller chercher de l'expertise dans d'autres secteurs. Puis moi, c'est comme ça que j'ai découvert le domaine des technologies d'information. À ce moment-là, je suis arrivé chez DMR, qui était une entreprise québécoise très reconnue. C'était le fleuron québécois de la compétence en technologie. Pour ceux qui connaissent le macroscope et toutes ces affaires-là. Fait que moi, j'ai travaillé dans toutes ces affaires-là, tu sais, développer des méthodes, accompagner, implanter. Alors, pour moi, j'étais bien heureux parce que, tu sais, j'étais curieux en fait, j'étais surtout heureux de pouvoir collaborer dans d'autres secteurs. Puis, par la suite, évidemment, ça m'a amené à œuvrer et à découvrir d'autres types d'organisations où il y avait des besoins. Parce que la gestion de projet, c'est transversal. Fait que tu peux très bien aller dans le milieu bancaire, le milieu financier, les assurances, les PME, le manufacturier. J'ai fait beaucoup de choses là-dedans. Quand ils reconnaissent, L'ingénierie. quand ils reconnaissent qu'ils ont besoin de gérer leur projet, parce que le nombre d'entreprises que j'ai vu qui faisaient des choses mais qui réalisaient pas que c'était un projet, donc ils ne géraient pas comme un projet.
Ben moi, souvent, quand on m'appelait, puis tu sais, à partir de 2005, je suis rentré aussi avec un autre groupe qui avait développé cette expertise-là. Euh, quand on m'appelait, ben, souvent, c'est parce qu'il y avait les deux pieds dedans, là. Ça allait pas bien, là, tu sais, mais c'est comme le médecin qui parle à un patient. Tu peux pas dire au patient, tu vas lui dire arrête de fumer. Non, non, il va continuer à arrêter de fumer, mais là, quand le cancer est pris, il t'appelle, ça va pas bien. Alors moi, j'ai souvent fait des interventions comme ça, euh, où il y avait toutes sortes de problématiques. Puis là, ben, tu sais, c'est de rentrer là-dedans, puis de savoir par où le prendre, puis après ça, d'amener le client, l'organisation, à rebâtir à travers les bonnes étapes. Puis souvent, ben, ça prend de la formation, ça prend du coaching, ça prend un plan aussi d'intervention pour savoir où on veut aller, comment on va le faire. Fait que moi, j'ai beaucoup évolué là-dedans, puis j'ai toujours été très heureux là-dedans parce que c'est très, avec le temps puis l'expertise, bien évidemment, tu as une capacité à voir des choses que le client ne voit pas. Tu sais. J'imagine que toi aussi, c'est la même chose. Hein? Le client, quand il est collé sur l'arbre, il voit juste ça. Il Tu va sais. pas clair. Puis je suis Alors, sûr j'ai que beaucoup évolué là-dedans. J'ai beaucoup évolué là-dedans jusqu'à temps que je joigne un groupe et avec les années, etc., ben, tu sais, mon rôle a changé. Puis là, je suis devenu vice-président, puis je suis devenu associé, puis j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la performance. mhm. Puis je suis sûr qu'à travers toutes tes interventions, tu as dû toi aussi prendre conscience que le côté technique de la gestion de projet, c'est pas tellement le plus gros défi. Le défi, c'est l'humain, puis la gestion du changement chez l'humain. C'est plus dur de faire changer les humains que de gérer un projet finalement de façon technique avec les jalons et tout ça, là. Oui, effectivement, on a beau mettre des processus en place, des outils en place, etc., c'est l'humain. Puis moi, dans le passé, aujourd'hui, ben, j'en fais à l'occasion, mais j'en fais moins. J'ai fait beaucoup, 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 beaucoup d'évaluations de profils pour des gestionnaires de projet. Tu sais. Euh, il n'y a rien de mieux qu'un gestionnaire de projet expérimenté puis outillé pour être capable d'évaluer est-ce que vous avez la bonne personne ou non. Alors, j'ai vu plein d'erreurs dans les embauches, évidemment. J'ai vu plein d'erreurs qui passent par les ressources humaines, puis ils pensent qu'ils ont le candidat extraordinaire, mais le gars ou la femme est un expert technique. Exemple, je ne sais pas, mais en développement logiciel, mais ça ne veut pas dire qu'elle sait gérer le projet, parce que en gestion de projet, encore plus aujourd'hui, parce que on est, on est beaucoup dans des environnements qu'on appelle, tu sais, des environnements complètement insaisissable, en mouvance continuelle. Et on n'a pas fini, ça va continuer, ça. Alors, ça met beaucoup de pression sur les skills des gens, pas juste des gestionnaires de projet, des dirigeants, des gestionnaires aussi. Il faut que tu arrives à nager avec l'ambiguïté, la complexité. Donc, tu as besoin de développer beaucoup de tes propres compétences à toi comme individu. Puis là, c'est pas tout le monde qui peut être poussé là-dedans. Il y a des gens qui atteignent leurs limites assez rapidement, mais ces gens-là, il faut les détecter parce que c'est de rendre service à l'organisation, de leur dire, ben, regarde, reste dans tes compétences techniques, puis nous, on va aller chercher d'autres mondes. Mais souvent, c'est pas ça qui se passe dans les organisations. On est très permissif. Des fois, on peut avoir des programmes pour développer les gens. Ça dépend des cultures d'organisation. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que c'est pas tout le monde qui va pouvoir s'élever pour se préparer à ce qui s'en vient. Parce que ce qui s'en vient dans les prochaines années va demander énormément, énormément de travail sur soi pour devenir une meilleure personne, de conscience, hein? Mhm. On parle de leadership de conscience, mais beaucoup de gens ne comprennent pas la portée de ce que ça veut dire encore. Ouais. Puis quand on a parlé la première fois, j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont tu parlais de ta transition alors que tu étais toi-même en position de gestionnaire et tout ça, et maintenant que tu te retrouves d'un point de vue plus consultatif, ton point de vue externe, tu as eu à gérer, puis tu avais des impératifs d'un certain côté, puis là maintenant tu regardes de l'autre côté, puis tu peux observer tout ce qui était problématique dans ce que tu Ouais. vivais, puis comment le transformer maintenant. Ah, écoute, Daniel, le mot-clé, tu le mentionnes. J'ai appris à observer. J'ai appris à m'observer. OK? Mais si tu me permets, je reviens un petit peu en arrière parce que il s'est passé des événements, puis comme n'importe qui
dans une vie, on a des succès, puis on a des moins bons succès. Des fois, on peut dire que c'est un échec, mais tu réalises souvent, avec le recul, que c'était pas un échec, c'était un événement qui était là dans ta vie pour te ramener dans le droit chemin. Mm. Moi, j'ai été pas mal à la guerre, puis le mot est faible, là. Quand une entreprise est en décroissance, problèmes financiers, reprise bancaire, tu es à la guerre. Tu es à la guerre avec les banquiers, tu es à la guerre avec les avocats, etc. Puis moi, j'étais dans un contexte où j'étais juste le troisième associé sans pouvoir, après deux majoritaires, fait que tu n'as aucun pouvoir. J'avais mis quand même beaucoup d'argent dans cette entreprise-là, donc j'y croyais qu'on pouvait s'en ressortir. Mais quand tu es pris dans cette spirale-là assez descendante, assez toxique, parce que tout va avec, hein. Les employés quittent, ça devient très, très toxique. Bref, ça m'a amené à frapper un mur en 2019, puis je suis tombé en burn-out. J'ai carrément atteint ma limite, que j'avais probablement déjà dépassée, mais je ne le savais pas. Je ne savais pas. Donc, j'ai dû par la suite apprendre à me reconstruire comme entrepreneur. Me guérir d'abord, prendre soin de moi, parce que, je t'en parlais un petit peu tout à l'heure, il y a beaucoup de souffrance chez les entrepreneurs, mais c'est pas visible. Parce que, puis quand je dis un entrepreneur, là, ça peut être le solopreneur aussi, là, OK? La personne qui travaille dans sa propre business. Ça peut être celui ou celle qui a une business de 10 personnes, comme ça peut être une entreprise de 50 personnes et plus. T'sais. Il y en a de la souffrance parce que tu es toujours en train de régler des problèmes. Puis ça peut être des problèmes opérationnels, évidemment. Ça peut être des problèmes financiers, ça des problèmes de cash flow ou quoi que ce soit. Puis plus l'entreprise est grosse, plus les problèmes sont gros. OK? Moi, j'étais partie prenante d'une entreprise à peu près de 15 millions, c'est quand même pas mal, sur 2 continents, européens, canadiens, avec peu de pouvoir. Mais c'était comme ça. Tu sais. Alors, il y a beaucoup de cette souffrance-là. Puis c'est pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui regardent des entrepreneurs aller ou quoi que ce soit. Ah, j'aimerais ça faire ça, tu sais, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. C'est l'envie qui parle. C'est le désir à l'intérieur de la personne qui envie l'autre. Tu sais. Mais on sait très bien que pour passer à un stade d'entrepreneur, il faut que tu sois capable de prendre des risques. Il faut que ta vision soit très forte, il faut que ton ressenti soit très puissant à l'intérieur de toi. Tu ne vas pas choisir d'être entrepreneur pour décider de faire de l'argent. C'est pas une bonne motivation. Tu sais. Non, c'est une belle conséquence quand tu réussis bien, mais c'est pas la motivation première. Non, c'est pas la motivation première. Tu sais. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que c'est pas très sexy de façon dans notre société, dans ce que les gens perçoivent et voient de l'entrepreneur, de dire, ben non, on va pas bien, on va pas très bien en ce moment. Tu sais. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à le dire. Tu l'as certainement vu. Ça a commencé assez rapidement. Puis moi, ça m'interpellait beaucoup parce que j'ai trouvé que ces gens-là avaient beaucoup de courage. Au début de la pandémie, là, on pense à Louis Garneau, qui est un succès d'entreprise. Puis là, bien évidemment, ces entreprises-là n'ont plus de revenus, problème de cash flow, essayent de sauver ses employés. Moi, j'ai fait ça. Là. Moi, en 2019, j'ai sauvé pas mal de monde de mon ex-entreprise, mais je ne me suis pas sauvé moi. T'sais. Je ne me suis pas sauvé moi. T'sais. Pire que ça, on m'a traité comme un bandit à peu près. C'est à peu près ça. Alors, quand je regarde l'histoire de Louis Garneau, qui, je pense, aujourd'hui, s'est remis sur les rails, là, parce qu'il a réussi à... Il a mis l'entreprise en faillite, mais il s'est sorti de sa faillite, il a fait une restructuration. Quand j'ai vu le témoignage de Louis Garneau, ça m'a tellement interpellé parce que je voyais toute la souffrance dans cet homme-là, tu sais, comme tel. Puis des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais puis il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il ne faut pas avoir peur. Faut savoir. Bon, tu m'aurais dit ça il y a 2-3 ans, je ne suis pas certain que je l'aurais compris, là, mais je le comprends maintenant. Puis c'est ce que je fais moi-même auprès de clients de plus en plus parce que je mets au service mon expérience de vécu pour
parler de leur vulnérabilité. C'est tellement le mot-clé qui m'a interpellé quand on s'est parlé la première fois. J'ai tellement apprécié ta vulnérabilité de nous parler de ton expérience, d'expliquer ce que tu as vécu. Puis je sais que là, on va pas en détail, mais tu as vécu plein de choses, tu es en train de te reconstruire toi-même, ta santé, tout ça, puis tu te remets en chemin. Puis là, tu arrives avec tout ton bagage qui, sur le coup, t'a semblé probablement la pire expérience de ta vie. Mais quand tu te retournes maintenant puis tu regardes ça, comment tu décrirais tout ça? Écoute, c'est tellement profond comme question, ça, Daniel. Premièrement, ma santé va très bien. J'ai retrouvé toute ma santé, mon cerveau stratégique et plus. Tu sais. Ça va très bien. Et le Euh, sourire. et le sourire, effectivement. Et le sourire. Mais c'est un long processus de reconstruction. Quand tu sais, quand tu es habitué, puis là, il y a certainement plein de gens dans ta communauté qui vont aussi comprendre ça, c'est que tu sois tout seul ou une entreprise avec plusieurs personnes, on est habitué à pousser sur la machine. Pousser sur la machine pour faire arriver des résultats, pour faire arriver des offres de services, des revenus. Tu sais. On devient des experts à pousser sur la machine. Puis là, aujourd'hui, dans ma reprogrammation, la chose la plus difficile que j'ai appris, c'est de ne plus pousser sur la machine, apprendre à me reconnecter à moi, qui je suis fondamentalement, à mon âme, en fait. Hein? Parce qu'elle a toujours été là, hein, mon âme. Mais je ne l'ai jamais écoutée, je ne l'ai jamais entendue. Parce que pourquoi? Parce que l'entrepreneur, le dirigeant, en tout cas, ou le L'image que tu en gestionnaire, avais, en tout cas, de ce que tu devais l'image être. qu'on a dans la société ou quoi que ce soit, on est drivé par l'ego. Notre ego, il peut être utile, notre ego. C'est bon d'avoir un ego, mais il faut savoir comment le dompter. Puis pour le dompter, ben, il faut que tu apprennes à écouter cette petite voix-là qui est ton âme finalement. Puis l'âme, c'est connecté au cœur. Tu sais. Tu peux pas juste driver ça avec la raison puis la logique. Ton ego doit être au service de ton âme. Alors, pour moi, ça a été un grand apprentissage, mais tellement une belle découverte parce que ça m'a permis de redécouvrir je dis fondamentalement parce que tu comprends qu'avec les années, il y a des couches là, qui se sont installées, là, bien Oh, solides. oui, Là, beaucoup de programmes bien rodés, là. écoute, c'est ça. Puis là, j'ai redécouvert qui j'étais fondamentalement, puis ce que je voulais. Puis dans un processus de transformation, quand tu vis quelque chose d'assez intense comme ça, tu apprends que tu ne contrôles pas grand-chose. La seule chose que tu contrôles, c'est comment tu te lèves le matin. Puis ça, pour moi, ça a été un apprentissage aussi. Heureusement, moi, je suis un gars de nature puis de plein air, alors j'en ai besoin, tu comprends? J'ai dû apprendre à me reprogrammer, à savoir, tu sais, comment je me sens aujourd'hui. Tu sais, faire comme un scan corporel. Ça, Mhm. c'est dans ma routine maintenant, à tous les matins. Là. Faire un scan corporel de mon ressenti. Bon, évidemment, avec le travail, la méditation, évidemment, est rentrée là-dedans. La méditation est un outil extraordinaire. Si, s'il y a des gens qui nous écoutent ici comme ça puis qui vivent des choses difficiles, ben, commencer progressivement à faire de la méditation, c'est un apprentissage. Les résultats ne viennent pas tout de suite. OK? Parce que quand tu es dans une situation de contraction, moi j'étais dans une situation de contraction extrême, t'étouffes, t'étouffes. Et puis t'entends plus Et la là, petite voix. tu n'entends plus la petite voix. Puis pire que ça, tu l'as certainement déjà vécu toi aussi. Ton hamster, là, il roule à 300 000 à l'heure, puis il n'arrête pas. Ouais. Alors, il y a une activité cérébrale beaucoup trop intense. Alors, tu sais, j'ai dû apprendre à découvrir tout ça, comprendre comment reprogrammer ça. Puis aujourd'hui, ben, je réalise comme mon histoire, ben, tu sais, il y a 2 ans, je t'aurais dit que ma vie est un échec total. Là. J'ai perdu une fortune en argent. Écoute, beaucoup. Tout ce qui tourne autour de ça. Puis aujourd'hui, dans mon processus de reconstruction, ben, je réalise que, coudonc, c'était la plus belle chose qui devait m'arriver, là, parce Ouais. que c'est ce que j'avais de besoin.
On est tous rendus là où on est dans notre vie parce que c'est ce qui doit nous arriver. Alors, les gens qui ferment les écoutilles, qui se mettent en contraction volontairement ou involontairement pour se protéger, c'est généralement relié à la peur. Tu sais? Moi, j'avais peur de perdre mes investissements, etc. Je les ai quand même perdus. Mais peut-être que j'aurais pas pu, j'aurais peut-être fait, avoir su, j'aurais peut-être pu faire autre chose avec de l'aide pour ne pas me rendre là. Tu sais. Mhm. Pour apprendre à découvrir ce langage-là avec mon âme intérieure. Tu comprends? Et c'est tellement le plus beau mariage que tu peux pas faire. C'est un mariage d'amour total envers toi-même. Parce que quand tu es dans la souffrance, ben, tu vas pas te le dire, mais tu le sais pas, mais avec le recul, tu t'aimes pas. Non. La souffrance, c'est que tu n'as pas appris à t'aimer, tu n'as pas appris à prendre soin de toi. Puis là, On parle aujourd'hui, souvent de... Hein? là, aujourd'hui, tu réalises que c'est la chose la plus importante, en fait. Prendre soin de toi, t'aimer, prendre des pauses. Toi, t'appelles ça méditer. Moi, j'appelle ça juste prendre des pauses pour être à l'écoute de mon âme, puis écouter ce que mon cœur en me dit. Je me dis, OK, là, t'étais occupé, là, mais regarde, il y a telle affaire que t'as manqué, là. Ou regarde, il y a telle opportunité que Ouais, tu pourrais aller. Puis... Mais tout ça, si t'es trop dans ta tête en train d'écouter le hamster, tu l'entends pas. Mais il a fallu que tu acceptes que ça, c'était important. Puis ça, vu là, ouais. 2, 3 ans, tu l'aurais probablement pas accepté. Non, je l'aurais pas accepté. Mais il y a quelque chose que j'aurais peut-être pu faire il y a 2, 3 ans, que j'aurais été capable de le faire dans un contexte de crise. Puis euh, ça peut peut-être être utile pour des gens qui nous écoutent, s'il y en a parmi ta communauté qui vivent des situations extrêmement stressantes. Euh, Parce que justement, tu sais, en contraction, il faut à la base revenir à ses valeurs personnelles. Moi, j'avais totalement perdu mes valeurs personnelles. Je les voyais plus. J'étais, j'étais dans l'exécution, j'étais dans la résolution de problèmes, j'étais dans. Fait que, puis je l'ai compris par après. Puis les valeurs personnelles, c'est qu'est-ce qui m'anime dans la vie, qu'est-ce qui fait partie de moi. Alors, Ouais. avant d'arriver dans un travail sur soi, à travers différentes étapes, là, puis ça demande de l'accompagnement pour faire ça. Il faut être guidé. Euh, Juste arriver puis à mettre sur papier, c'est quoi les valeurs qui me caractérisent moi, tu sais? Autre que des valeurs de performance. Parce que la performance, c'est pas nécessairement une valeur, tu sais, c'est comme c'est un besoin de quelque chose. Oui, en fait, tu dis Mais valeur, mais la question que tu aurais pu juste te poser, c'est probablement juste qui suis-je, puis qu'est-ce que j'ai envie d'être. oui, effectivement. Puis, mais ça doit passer aussi par la reconnaissance des valeurs. Tu sais. Parce Mhm. que si tu es dans un environnement très contraignant, avec des relations toxiques autour de toi, parce que généralement tout va ensemble, hein, tout va ensemble, tu peux peut-être te dire, ben non, moi, fondamentalement, moi, j'ai besoin d'ouverture, j'ai besoin d'engagement, j'ai besoin de collaboration avec les gens, c'est ce qui m'anime le plus. J'ai besoin d'entraide. C'est des valeurs que tu sais, que je soutiens. Puis en faisant cet exercice-là, ben, tu peux te rendre compte que, coudonc, c'est pas vraiment ça là, que je fais depuis une couple d'années ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai perdus. Ça peut être un très bon début pour apprendre à se reconnecter sur soi, pour être capable de faire d'autres exercices par la suite. Moi, quand j'ai fait cet exercice-là, je me suis rendu compte que, un, je n'étais pas dans le bon contexte organisationnel. J'étais pas pantoute avec les bonnes personnes. Tu sais? J'étais pas pantoute avec les bonnes personnes. Puis tu sais, quand on parle de valeurs, là, on va préciser quelque chose, je veux préciser quelque chose. Tu peux avoir tes valeurs personnelles, puis ton organisation, puis on a vu ça à différentes reprises, là. On met les valeurs sur le mur, là, tu sais, tu rentres dans la compagnie ou quoi que ce soit. Mais c'est bien plus que ça. C'est bien, bien plus que ça, parce que c'est souvent un exercice qui est fait pour bien paraître, tu sais. Mais tout part de tes valeurs, parce que c'est ce qui va amener le bon alignement. C'est ce qui va amener le bon alignement. Puis moi, dans mon cas, c'est clair que je n'étais pas avec les bonnes personnes. Je n'étais pas dans la bonne culture organisationnelle.
Je suis fondamentalement un gars de communication, puis j'étais dans une culture où on ne communique pas. Et plus que ça, on faisait exprès pour ne pas communiquer. Tu sais. Alors, imagine la chaîne sur les employés. Tu sais. Ouais. Alors, là, ça, tu sais, ça m'a amené vraiment un éveil important. Ça. Très important, tout ce que tu dis là, c'est tellement fort. Puis, tu vois, on s'est rencontrés dans la coalition de Guillaume Bareil, là. Ouais. Puis j'écoutais justement une des vidéos ce matin de formation de Guillaume. Puis il y avait une dame qui posait une question justement à propos de oui, mais comment je devrais me présenter, puis là, puis fondamentalement, la question où Guillaume l'a amené, c'est exactement là aussi. Il dit, oui, mais c'est quoi que tu veux vraiment? T'sais, il a pas utilisé le mot valeur, mais c'était exactement ça. Dans le fond, c'est, là, tu fais comme tout le monde parce que tu penses que c'est ça que tu dois faire, mais en fait, tout ce que tu nous racontes que tu aimerais faire, c'est pas ça. Fait que pourquoi tu fais pas ce que tu sens que tu devrais faire à l'intérieur de toi, qui serait en alignement, comme tu dis, avec toi? Puis là, ben, on tombe dans les peurs. Peur d'être jugé. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que les gens vont venir à moi? Je vais avoir des clients? Puis c'est là qu'on le voit beaucoup dans les organisations. Souvent, les organisations, comme tu dis, ils poussent, sont dans leur tête pour aller chercher de l'argent, des revenus des clients. Puis là, ils vont plier un petit peu. Ah, ce client-là, c'est pas exactement notre client, mais là, on a besoin, fait qu'on va le prendre. Puis là, c'est la première coche. Ah, puis là, ben, on a encore besoin, fait qu'on s'éloigne, jusqu'à ce qu'éventuellement, on soit complètement perdu, puis on accepte n'importe quoi, puis on n'est plus pas en tout dans notre alignement. Écoute, ce que tu dis là, je l'ai vécu. Parce que la mesure du succès dans l'ex-entreprise où j'étais avec des associés, c'était uniquement une mesure financière, résultat financier. Plus qu'on rentre de cash, pas grave les employés, c'est interchangeable. Puis moi, déjà à cette époque-là, je n'étais pas bien avec ça. Tu sais, ça colle pas avec moi. Mais je n'avais pas de pouvoir vraiment de changement là-dessus, parce que là, ça devient assez problématique. Et c'était là le début. Tu sais, j'aurais dû réagir autrement, mais c'est sûr que revenir en arrière, c'est facile de dire, mais tu peux pas changer ce qui a été fait. C'est pour ça que je préfère plus, mais je m'intéresse beaucoup plus sur le maintenant. Puis je ne parle pas nécessairement du futur, parce que c'est une autre chose, le futur. C'est beaucoup plus important d'être là aujourd'hui, juste d'être bien. Puis en alignement. Et en alignement et être en paix. Parce qu'être en alignement, c'est être en paix. Moi, je suis dans une paix totale aujourd'hui. Tu sais, je suis dans une paix totale. Mais je réalise comment je n'étais pas en paix. Mm. Tu comprends? Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le vivent. Puis ils sont, effectivement, comme tu dis, ils sont pris un peu là-dedans parce que là, tu sais, ils ont accepté une affaire, etc., etc. Fait que ça nous ramène. Alors, tu sais, c'est pour ça que je dis il faut se ramener un peu à qui je suis là-dedans. Parce que quand tu le vis, ça, tu ne sais plus qui tu es. Alors, une façon d'y retourner un peu, c'est de faire un exercice sur ses valeurs. Puis pour faire ça, tu ne peux pas faire ça assis à ton bureau de travail. Va prendre une marche dehors, écoute les arbres, écoute le vent dans les arbres, ferme tes yeux, prends quelques bonnes respirations, euh, ralentis, puis les réponses vont venir. Ouais. Les réponses vont venir. Ça sera un début de quelque chose. T'sais. Moi, je sais que si j'avais appris à faire ça il y a 3 ans, ben, ça m'aurait probablement aligné sur d'autres choses. T'sais. Mais j'étais seul, parce que ça, c'est une autre problématique dans l'entrepreneuriat. Puis, moi, je vis seul. Alors, encore plus quand tu es autonome. Tu ne peux pas partager nécessairement ce que tu vis à ton conjoint ou ta conjointe. Mais je me suis rendu compte que cette souffrance-là, même des entrepreneurs la vivent, même s'ils ont leur famille ou quoi que ce soit, parce que, mettons que tu es président, vice-président ou quoi que ce soit, c'est pas bien sexy d'aller, tu sais, mettons, Daniel, là, on est dans une entreprise, toi et moi ensemble, pas bien sexy dans le monde traditionnel, je te dirais, d'aller voir Daniel et dire, écoute, je perds mes repères, etc. Tu sais, il y a le culte du héros, là, tu sais. Ça existe, ça Oui, existe puis beaucoup. moi, j'ai vu beaucoup trop de CEO puis de vice-présidents qui n'ont pas de coach. Ils vivent tout ça tout seuls, ils vivent plein de pression tout seuls, puis ils vont pas chercher de l'aide parce que c'était pas comme ça dans leur famille, ils ont pas appris à aller chercher de l'aide. Puis souvent, dans beaucoup de cultures aussi, puis là, il n'y a pas de jugement, c'est juste une observation, c'est très mal vu d'avoir des problèmes psychologiques et d'aller chercher de l'aide pour dire « j'y arrive plus, quelqu'un Ouais, aidez-moi à y voir clair ». Donc, il y a beaucoup ouais. de résistance même à juste aller chercher de l'aide. Et c'est pour ça qu'il y a tant de burn-out.
Puis c'est pour ça qu'on n'a jamais autant prescrit d'antidépresseurs. Parce que quand tu vis toutes ces choses-là, il y a plein de problèmes autour de ça qui viennent avec. Tu sais. Sommeil, consommation d'alcool ou d'autres choses. Tu sais. Moi, je sais que j'ai eu dans cette période-là, j'avais une très forte consommation d'alcool. Pourtant, je ne suis pas un alcoolique, j'étais un gars très en forme, etc. Mais tu sais, tout va ensemble. Tu essaies de trouver des souffrances, tu essaies de trouver des remèdes à ta souffrance. Oui. C'est juste temporaire. Parce qu'effectivement, si moi j'avais eu un coach, mon Dieu, ça m'aurait aidé beaucoup. Et ce qui vient avec aussi, c'est souvent l'isolement aussi. Un peu comme un animal blessé, tu t'en rends pas compte, mais tu te refermes, tu te refermes, tu te refermes, tu te refermes. Tu sais, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Oui, la Jusqu'à temps. spirale. Ouais, absolument. Je l'ai vécu pas mal très basse, tu sais, jusqu'à temps que je pète carrément. En fait, mon cerveau a arrêté de fonctionner. Un burn-out, c'est un shutdown de l'ordinateur complètement. Puis, quand j'ai commencé à avoir de l'aide, écoute, je repense à ça aujourd'hui, puis ça me fait sourire, là, mais j'avais vu, évidemment, j'ai eu de l'aide d'une psychologue et d'un médecin. Puis je les remercie, ces gens-là, surtout la psychologue, moins le médecin, parce que ça, c'est une autre affaire, là. La médecine au Québec, tu sais. Mais elle m'a dit, vous savez, elle dit des dirigeants comme vous, elle dit, j'en vois beaucoup. Puis elle dit, là, elle dit, vous arrivez, vous venez me voir, puis elle dit, parce que vous êtes épuisé, mais elle dit, votre batterie est probablement épuisée déjà depuis facilement un an et demi. La batterie était à vide. Tu sais. Alors, OK. Alors là, tu sais, t'encaisses ça. Bon, c'est correct, on va se guérir, on va se remettre sur pied. Moi, déjà, à ce moment-là, dans ma tête d'exécutant, de dirigeant, de gestionnaire, je me dis, bon, OK, 3 mois, fais un plan, tout le kit, dans 3 mois, je me repars, etc. Gestion de projet très optimiste. Là, elle m'avait dit, elle dit, vous savez, elle m'a pas dit ça dans la même rencontre, évidemment. Elle m'a dit ça dans une autre rencontre, un peu plus tard. Elle dit, ça peut prendre plus que ça. Là. Elle dit, ça peut prendre plus que 6 mois. Tu sais. Et ça m'aura pris un an. Ça m'aura pris un an. Tu sais. Puis, pour arriver dans une transformation, pour connecter sur moi, puis etc., et travailler d'autres choses. Alors, là, je comprends, évidemment. Et là, et je comprends d'autant plus à quel point j'étais dans une machine. On s'en rend pas compte. On devient programmé, mais tellement programmé, euh, beaucoup par notre, je le comprends maintenant, mais beaucoup par tu sais, le désir de réussite, le désir d'être quelqu'un, le désir de faire sa marque. C'est quoi tout ça? C'est de l'ego. C'est de l'ego. C'est de l'ego. Parce que si moi, j'avais appris à écouter ma petite voix qui est mon âme ici, j'aurais pas fait les choses j'aurais pas fait les choses comme ça. Je serais allé avec, comme je le fais maintenant aujourd'hui, je serais allé avec mon ressenti. C'est quoi la vibration qui me parle, puis comment je communique avec elle. Ça passe à travers mon filtre des valeurs. Puis si il y a une proposition qui arrive, etc., puis je ne le ressens pas, etc., je vais dire non, quoi que ce soit. Avant, je n'aurais jamais fait ça. J'aurais dit, hey, let's go, on y va, on va chercher des revenus. Ce qui est encore une très grande pratique, tu sais, dans beaucoup d'organisations. Alors, c'est un long cheminement, mais il reste qu'en bout de ligne, tu as beaucoup moins de stress, t'es plus recentré, tu sais. Euh, Il y en a qui vont dire danser avec la vie. Moi, j'aime ça, cette Complètement. expression-là. Tu danses avec la vie, mais pas au détriment d'y laisser ta santé puis te perdre. On n'a pas tous besoin de se rendre là. Non, Moi, je tellement suis pas. allé très loin. Je suis allé très loin dans tout ça. Puis en même temps, ben, des situations comme ça, quand on les vit, euh, évidemment, c'est là où on voit la force de l'être humain, parce qu'on a tous une capacité de rebondir. Hein? Complètement. Assez impressionnante, mais en plus, là, parce que moi, j'ai vu plein de gens qui se sont enfoncés, enfoncés, enfoncés pendant longtemps. Puis il y en a qui s'en sont jamais sortis parce qu'ils n'ont pas lâché prise. Justement, ils n'ont pas accepté d'écouter autre chose. Ils ont continué à rester dans le moule. Puis j'en ai vu d'autres qui sont allés très loin, comme toi, qui
éventuellement allumer, faire attends, mais si ce que je fais depuis toujours marche pas, faudrait peut-être que j'essaye autre chose. Puis là, ils essayent autre chose, puis là, ils trouvent leur chemin comme toi, puis ils retournent en alignement, puis là, ça devient presque une nouvelle personne, en fait. C'est une meilleure Ouais. personne par rapport à ce qu'elle était avant, parce qu'elle est souvent plus énergique, plus joyeuse, j'aime pas le mot, mais passionnée. Elle est enthousiaste face à la vie, parce qu'elle réalise tout ce qu'elle a perdu, si tu veux, ou raté, ou en tout cas, le temps qu'elle a perdu à essayer de faire des choses qui n'étaient pas du tout elle. Puis là, elle se dit, mais maintenant, j'en mange la vie parce que je sais ce que je veux. Ouais. Tu vois, moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai eu 60 ans cette année. Et des fois, je me dis, ouais, ça aurait été bien que je puisse, là où je suis aujourd'hui, que je puisse être là il y a 10 ans en arrière. Mais c'était pas possible. C'était pas possible, c'est mon histoire à moi. Puis je sais que aujourd'hui où je suis, j'ai jamais été aussi à la bonne place, avec toute l'expérience que j'ai, évidemment, que je peux comprendre pour être capable d'accompagner des organisations et un peu comme tu le fais aussi, des gens là-dedans. Euh, Parce que tu sais, je suis en paix totale. Puis quand on est en paix, écoute, tout est possible. Je veux dire, moi, je sais que dans ce processus-là de reconstruction, tu sais, on dit qu'on attire la fréquence qu'on est. Hein? Alors, je ne le comprenais pas avant, je le comprends maintenant. Parce que quand tu es en basse fréquence, puis que ça va pas bien, tu attires des basses fréquences, tu attires des collaborateurs de basse fréquence, tu attires des fournisseurs de basse fréquence, tu attires des employés de basse fréquence. Fait que ton organisation, elle vibre en basse fréquence. Puis là, tu pousses ta machine pour essayer d'avoir des résultats. Puis là, on développe le culte du héros puis tout le kit. Puis là, à un moment donné, ça rentre dans le mur. Parce que quand tu es dans la bonne fréquence, mais pour arriver là, ça demande du travail sur soi. Tu n'as pas trop d'efforts. Tu n'as pas d'efforts à faire. Les choses arrivent naturellement. Puis l'alignement aussi avec les autres personnes se fait aussi dans la bonne fréquence. Tu sais, que ce soit des partenaires de travail, des fournisseurs, etc. C'est formidable. Des C'est invités. formidable. Des invités, effectivement. Tu sais, comme toi et moi, quand on s'est rencontrés, effectivement, dans le groupe de Guillaume Bareil, dans le groupe Meta. Euh, et c'est tellement formidable, tu sais. C'est tellement formidable. Alors, nous, on est des petites cellules de conscience. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se faire ce cadeau-là aussi. Parce que les gens peuvent nous écouter et dire ouais, mais écoute, c'est bien beau là, ce qu'il dit, là, mais comment je fais pour me rendre là, tu sais, ou qu'est-ce que c'est, tu Ouais, puis ce que je trouve sais. fascinant, c'est qu'on a un cheminement très similaire. Tu sais, moi, ça fait 15 ans que j'ai fait un burn-out, justement. Fait que tu sais, tout ce que tu racontes, je le sais, j'ai vécu. Fait que je me reconnais dans ton cheminement aussi. Puis la même chose qu'on se disait avant, t'as pas besoin de te rendre là. Les gens ont pas besoin de se rendre là. Il faut juste qu'ils tendent l'oreille, puis qu'ils ouvrent les yeux, puis qu'ils voient d'autres gens qui vivent d'autres façons, puis qui se posent des questions de qu'est-ce qu'ils font ces gens-là de différents, qui ont l'air plus heureux, plus légers, ça a l'air plus facile. Comment on peut faire pour faire ça nous aussi finalement? Ouais. Mais en tout cas, c'est pas l'abondance financière, parce que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai, ça c'est clair. Moi, j'en ai 50 fois moins que j'en avais dans le passé. Tu sais, je vis très simplement aujourd'hui par la force des choses et tout ça, mais je suis à l'inverse, je suis 100 fois plus heureux. Tu sais. Puis ce que je réalise, puis mais en fait, c'est peut-être pas le fait relié à être entrepreneur ou non, mais tu sais, c'est un peu le mal de notre siècle. Là. Quand tu sais que le taux d'endettement est à peu près de 170 au Canada, que tous les systèmes bancaires sont faits pour te donner du crédit, puis etc., etc. Alors, la notion de plaisir ou de paix, la notion de plaisir ou de paix, beaucoup de gens vont la trouver dans la consommation, la surconsommation. Tu sais. Je m'achète une nouvelle voiture, je sais pas, je vais acheter une plus grosse maison, etc. Alors, le niveau d'endettement augmente, ce qui est une, Un plaisir et une paix qui durent 5 minutes à 2 3 jours. c'est ça. Pendant ce temps-là, la charge financière de l'endettement augmente, ce qui amène un stress épouvantable.
ce qui brise des couples, là, effectivement, tu sais, il y a plein, plein, plein de choses. Alors, si tu vis ce stress-là en plus personnellement, puis tu l'as dans ton entreprise, c'est doublement plus gros, tu sais. Moi, c'est tout ce que j'ai vécu, là. Alors, c'était aligné pour que j'aille rentrer dans un mur. C'était évident, là, tu sais, c'était évident. Mais non, je m'accrochais parce que mon ego était là. Je voulais réussir, etc., etc. Puis c'est pour ça que je dis maintenant, je le comprends, parce que on appelle ça le syndrome de la performance. Ben, le syndrome de la performance de l'entrepreneur, il est relié à toutes ces choses-là. Besoin de réussite, besoin de reconnaissance, etc., etc., qui est en bout de ligne un grand besoin d'amour, mais d'amour envers soi-même d'abord. Oui. Là, je m'excuse, je me souviens plus. Est-ce qu'on en a parlé pendant l'entrevue ou on en parlait juste avant l'entrevue? Je pense que c'était avant l'entrevue qu'on parlait de ça, justement, Oui, le oui. besoin d'amour de soi. Puis ça, ce que tu me disais avant l'entrevue, je m'excuse pour ceux qui n'étaient pas là. Si on revient sur ce que tu disais, que j'ai trouvé super pertinent, c'était le fait que une des plus grandes choses que tu as changé en toi, ça a été de t'arrêter puis de justement commencer à t'aimer toi tel que tu es. Puis ça a été la base de bien des changements. Ben, il a fallu que j'apprenne à arrêter de me flageller, premièrement. Il a fallu que j'apprenne à arrêter de me. Puis, tu sais, on parlait de l'observation tout à l'heure, c'est ça. Fait que, à m'observer, s'observer, en fait, c'est, c'est donner parole à mon âme. OK? Donner parole à mon âme ici derrière pour qu'elle observe moi, ici, qui je suis. Puis le moi ici, c'est mon ego, puis etc. Puis comment je réagis, puis comment je me comporte. Puis là, j'ai commencé à prendre des notes, puis interpeller ça, puis etc. Et l'observation, avec un peu de formation, puis tout ce qui va avec autour, m'a amené une prise de conscience, vraiment, vraiment par rapport à moi-même. Puis j'ai réalisé à quel point j'étais champion pour me flageller. Et Seigneur, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû être comme ça, peut-être ci, peut-être ça. Fait que là, à un moment donné, il y en a un qui m'a dit, hey, ta gueule, là. Ta gueule, là, t'as pas besoin de te dire ça. Ça, c'est le premier geste d'amour là, qui commence, là, tu sais. Euh, Puis c'est là où j'ai commencé à comprendre toute cette notion de besoin d'être dans la performance, parce que c'est tout ça le syndrome de la performance, tu sais, le besoin d'exceller. Alors, à l'inverse, il y a une voie qui est très, très contraire à ça, qui est très, très noire, très néfaste, tu sais. Alors, c'est d'arriver à se défaire de tout ça, puis se donner de l'amour, apprendre à ne pas se flageller. Euh, c'est un processus, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un processus de redécouverte. Puis, ça peut aller même jusqu'à la découverte. Moi, j'ai découvert des facettes de moi que je ne savais pas. Mais pour que ça fonctionne, il faut laisser aller. Mais laisser aller, là, tu ne peux pas laisser aller du jour au lendemain. C'est comme un alcoolique qui arrête de boire ou quelqu'un qui fume qui va arrêter de fumer. Tu vas pas faire un cut du jour au lendemain. Tu vas arrêter de boire, puis à un moment donné, hop, tu vas avoir une petite rechute. Tu vas te reprendre en main, hop, tu vas avoir une autre petite rechute. Alors, dans cet exercice-là, il y a effectivement des rechutes, tu sais, parce que là, tu apprends, là, ouais, mais là, OK, j'ai une autre semaine, ça va très mal, je me flagelle, je me reprends en main, là, ça va mieux. Puis c'est un exercice qui demande aussi du soutien pour faire ça. Puis plus Oui. on avance, moins il y a de rechutes, plus il y a une meilleure connexion avec soi-même, la voix devient plus juste, la paix peut devenir plus juste. Je ne te dirais pas jusqu'à arriver à l'élimination, là, parce que arriver à l'élimination, c'est quand même un processus qui demande beaucoup de travail sur plusieurs années, mais tu es quand même capable, en l'espace de quelques mois, de voir, tu sais, moi, c'est ce que j'ai vécu, un cheminement vraiment, vraiment incroyable. Tu sais. Puis oui, ça peut être très rapide là, quand on choisit vraiment d'être à l'écoute, puis de mettre en pratique ce qu'on apprend, puis d'être de plus en plus à l'écoute, puis de réaliser quand on ne l'est pas, puis d'apprendre de ces choses-là. Puis en fait, c'est un exercice pour devenir de plus en plus conscient, puis de plus en plus en alignement. Puis comme tu l'as dit, oui,
Des jours, ça va bien, des jours, ça va moins bien, tu retombes dans des vieux patterns, mais au moins, quand tu en prends conscience, là, tu peux les changer. Parce que là, tu as choisi d'être Exactement. conscient. Exactement. Puis l'entraînement dans la pleine conscience t'amène effectivement quand il y a des moins bonnes journées, tu es, plus en mesure de réagir rapidement parce que tout passe par notre façon d'interpréter, que ce soit par l'ouïe, la vue, l'odorat ou quoi que ce soit. On a différents sens, mais on peut agir là-dessus, sur notre réaction. T'sais. Mais ça demande de l'entraînement. Ça demande de l'entraînement, puis il faut accepter. À un moment donné, j'ai arrêté parce que j'ai arrêté dans le sens que je me jugeais un peu. Puis là, j'ai arrêté de me juger parce que quelqu'un m'a dit, écoute, c'est normal. Essaye pas d'exceller. Alors, tu vois, j'étais encore dans mon syndrome de Pattern de performance. performance, tu sais. Pattern de performance, quand tu vas d'une situation A à une situation B, admettons, mais pas d'échéancier. Essaye pas de mettre d'échéancier. Il faut que c'est ton âme, c'est ton corps qui va te parler. Sois à l'écoute de ton corps et de ton âme et ça va te dicter. Mais accepte que il y a des moments où tu vas retomber. Puis déjà de dire que tu l'acceptes en soi, c'est un acte d'amour. Plutôt que de résister et de dire hey, pourquoi je suis encore en cas de même, etc. Ça, c'est du jugement. Alors, c'est un apprentissage qui s'est fait avec le temps. Puis, honnêtement, je suis devenu de plus en plus, euh, comment dire, confortable. Puis aujourd'hui, ben, ça va. Je suis très, 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 très bien. Je suis vraiment en contrôle de cette façon de fonctionner parce que je l'ai appris. Tu sais. Puis ça te permet d'être toi-même plus conscient quand tu rencontres des gens, puis de les observer, puis de voir plus rapidement comment ils fonctionnent. Donc, dans ton travail de maintenant, ça t'a aidé. Absolument. 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 Parce que, tu sais, moi, je travaille sur les deux volets coaching, un peu comme toi. Euh, mais j'ai gardé aussi le volet organisationnel, développement organisationnel. Puis, il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de gens dans des organisations, surtout les plus grandes, là, tu sais, qui veulent, mettons, faire évoluer leur modèle organisationnel, amener un peu plus de ce qu'on appelle de l'agilité organisationnelle et non pas la méthode agile, comme on connaît en technologie. Ça, c'est tous des beaux trucs, là, c'est des belles patentes. Là. Mais si la tête de l'organisation ne change pas, ça ne pourra pas marcher vers le bas. Tu sais, c'est comme amener de l'agilité dans une structure fonctionnelle qui est en fait une structure pyramidale, carrément, ça a toujours été ça, ou on est encore à l'étape de ce qu'on appelle parent-enfant. Le parent dit à l'enfant quoi faire. Nous, on est de la direction, on descend les ordres vers le bas, tu exécutes. Non. Il y a plein de modèles qui sont en train d'évoluer en ce moment. On parle de modèles progressistes pour laisser beaucoup de place de l'humain à l'humain dans l'organisation, pour lui ramener la place. Arrêter nécessairement de traiter les employés comme s'ils ne pouvaient pas réfléchir. T'sais. Alors, il y a beaucoup de travail à faire dans toutes ces choses-là, mais il faut que ça commence par là. Oui, puis mais en même temps, il faut que ça commence par le haut pour qu'ils acceptent de lâcher prise, justement. Ça demande de la vulnérabilité puis de la conscience dans la façon dont ils vont interagir avec ces gens-là. Et ça demande aussi de l'ouverture de la part des employés, parce qu'il y en a qui, même s'ils ne l'avoueront pas, ils sont contents d'être pris en main comme ça, pris en charge, parce qu'ils se disent « Ah, ben moi, je peux pas faire d'erreur, puis on me dit quoi faire, puis si je fais pas la bonne chose, ben c'est de leur faute. » Fait qu'il y a un travail à deux niveaux. C'est vraiment une élévation du collectif où est-ce qu'on arrête d'avoir cette relation maître-esclave, parent-enfant, puis de dire non, si on travaillait ensemble, là, en conscience, ça serait vraiment plus agréable et plus efficace pour tout le monde. Puis il y a des organisations qui ont commencé des mouvements en pleine conscience. Là, moi, je m'intéresse beaucoup à ça aussi parce que c'est comme un autre volet, c'est plus organisationnel. Il y a des organisations là, qui ont commencé à faire ça puis qui ont du succès, mais ça demande une démarche quand même assez globale parce qu'il faut être capable de parler de sa vulnérabilité comme dirigeant ou gestionnaire face aux autres. Donc, il faut qu'il y ait déjà une prise de conscience d'ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture, tu vas être en contraction. Si tu es en contraction, tu
ne peux pas progresser. Le danger aujourd'hui, c'est que beaucoup d'organisations sont en contraction, puis elles ne le savent pas. Puis, on s'en va de plus en plus dans un, comme je le mentionnais, dans un monde où tout se bouleverse, change rapidement. Et faut que nous-mêmes, on puisse arriver à changer là-dedans pour s'adapter. L'homme s'est toujours adapté depuis le début de l'humanité. Fait que les organisations doivent en faire autant. Mais, tu sais, c'est ça, c'est changer des paradigmes, en fait. C'est changer des paradigmes. Et ça prend du temps. Puis des fois, ben, regarde, c'est pas compliqué. Il faut que l'organisation se casse la gueule pour changer son paradigme. Comme les Mais humains. il y a moyen, hein? Comme les Comme les humains, ben humains. oui. Ben, les organisations sont composées d'humains. Hein, c'est pas trop surprenant, tu sais. Euh, mais, euh, mais il y a quand même des organisations aujourd'hui qui ont cette curiosité de voir comment changer son modèle, puis s'interroger. Puis ça, c'est le début, évidemment, d'une ouverture qui peut amener plus loin, là, c'est clair. Ouais. Parce que, tu sais, souvent à l'intérieur des organisations, il y a aussi des modes de fonctionnement qui sont assez archaïques. Tu sais, alors, beaucoup de choses là-dedans. Hey, merci infiniment, Robert. Je trouve que ça a été incroyablement riche et profond. On a touché plein de sujets. Moi, ce que je retiens, c'est je vais le dire comme ça, ton grand cœur à partager ton expérience. Je trouve ça formidable que tu sois passé à travers tout ça pour pouvoir en parler puis aider d'autres gens à ne pas passer par là. Si les gens Ouais. veulent te contacter, c'est quoi la meilleure façon? Ben là, pour le moment, je leur dirais, allez sur LinkedIn. Vous allez me retrouver, Robert de Rome, leader d'impact, parce que mon adresse LinkedIn, c'est un peu ça, malgré qu'ils vont me retrouver sous le nom de Robert de Rome, là, c'est assez évident. Je mettrai ton Euh, lien en dessous. ma page est toute fraîche, j'ai tout changé ça, avec beaucoup de réflexion, parce que ça fait partie du processus dans lequel j'ai vécu, qui je suis, tu sais. Euh, et le reste est en train de se construire en parallèle. Alors, si les gens veulent amorcer un dialogue, ben, c'est facile à travers LinkedIn, un message, une demande de prise de contact, ça va me faire plaisir. Il y a déjà beaucoup d'informations sur ma page par rapport à ce que j'enligne, etc. Puis je dirais simplement que le meilleur est encore à venir J'en doute pas. parce que j'ai une couple de projets en parallèle là, qui se passent durant l'été. Euh, puis, mais je sens, comme toi probablement, je sens un grand besoin en ce moment. Euh, Certainement interrelié avec la pandémie, parce que la pandémie a permis d'ouvrir plein de choses. La pandémie a amené à apprendre à vivre avec notre solitude ou à la Ou pas. limite surcharge de travail, tu sais, parce que Ouais. là, tu n'as plus besoin de te déplacer, tu manges du Zoom, tu sais. Alors, il n'est pas trop tard pour se questionner, pour être capable de voir comment je peux reprendre contrôle de ma vie. Moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est possible. Rendez-vous pas où je me suis rendu nécessairement. Complètement. Merci infiniment, Robert. Je te laisse le mot de la fin. Ben, c'est un peu ce que je disais. Je pense que je l'ai dit, le mot de la fin. Pas besoin de vivre l'expérience que moi j'ai vécue. Mais j'ajouterais ceci. Euh, je me sens tellement en même temps privilégié tu sais, d'avoir fait ta rencontre, Daniel, parce que là, on se connaît à travers le groupe de Meta. Puis je trouve ça tellement énergisant de pouvoir échanger avec quelqu'un comme toi aussi, qui a aussi cette philosophie-là. Puis tu sais, on se parle, puis on se comprend très bien. Parce que ça démontre une grande maturité aussi de qui tu es, puis comment toi, tu as toi-même cheminé tu sais, à travers toutes tes expériences. Puis ben, je t'en remercie. Je t'en remercie du fond du cœur, bien sûr. C'est un plaisir partagé et profond. Bien, merci Alors, infiniment, Robert. Merci tout le monde. merci à tout le monde. Puis on va certainement réécouter ça ou quoi que ce soit. En tout cas, toi, tu le mets sur ta page, c'est ça? Oui, fait que l'entrevue va se retrouver sur ma page, elle va être sur YouTube. Je vais te donner les liens. Je t'explique tout ça dans 2 minutes. Bonne journée tout le monde. D'accord. Salut.